Bonjour Frédéric Leloup, je suis heureux de vous accueillir pour ce troisième podcast, ce troisième épisode que vous retrouvez sans doute en m'écoutant sur une des plateformes, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Spotify, sur Apple, enfin partout où l'on peut être entendu. L'ambition évidemment est de vous inviter à franchir la porte de GCEA Academy, de l'Académie patrimoniale, pour y trouver ce dont vous avez besoin quant aux questions patrimoniales, que vous soyez une famille, que vous soyez une personne, que vous soyez un contributeur patrimonial. Au plaisir de vous y accueillir. Bonjour à tous, je suis Matteo Capriulo, avocat patrimonialiste chez DCH et j'ai l'immense plaisir de pouvoir participer au troisième épisode de Chronique patrimoniale ici. Je remercie Caroline Haas avec laquelle je partage cette vision au sein de l'Académie. Matteo Capriulo, 32 ans, avocat patrimonialiste. Tu es un allié de Caroline Haas qui a fondé l'Académie patrimoniale GCEA Academy, mais tu es aussi son allié au sein du cabinet DCH où tu as fait tes classes, puisque tu es relativement jeune, si je peux me permettre. J'aimerais vraiment comprendre ce qu'est en fait ta vision d'un patrimoine et surtout ta vision des personnes qui sont impliquées dans la question patrimoniale. Tout à fait. Merci tout d'abord pour cette question qui est très très intéressante. Il faut savoir tout d'abord une chose, c'est que la vision patrimoniale est une vision qui est amenée à évoluer au fil du temps. Ils nous apprennent à l'école, à l'université, qu'un patrimoine est tout ce qui est matériel, est figé, qui répond à des normes juridiques, à des normes fiscales, à un certain nombre de risques, mais qui est toujours lié à quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut regarder, qu'on peut manipuler et qu'on peut valoriser d'un point de vue économique. Ce qui n'est pas... Oui, qu'on peut mesurer. Et qu'on peut mesurer, ce qui n'est pas toujours faux, que le contraire. Mais en fait, c'est la notion de patrimoine qu'on a l'habitude de voir est toujours liée à quelque part au patrimoine classique qu'on connaît, à quelque chose d'extrêmement financier, tangible, qui est lié à la richesse, en quelque sorte, matérielle d'une famille ou d'une personne. Or, au fil du temps, avec Caroline Haas au sein de notre cabinet, mais surtout au sein de GCEA Academy, j'ai eu l'occasion d'apprendre et de partager, de contribuer en fait à construire cette vision à 360 degrés d'un patrimoine sous le prisme de l'homme, de ses différents volets, de ses différentes facettes en fait, et qui englobe en fait non seulement ce qui peut être valorisé en termes financiers, mais aussi en termes émotionnels, tout ce qui est la stabilité d'une personne. En fait, quand on touche à la notion de patrimoine et quand on touche aussi à la définition de ce que c'est un avocat patrimonialiste doit être tout d'abord quelqu'un qui est capable de comprendre l'environnement dans lequel son client il gravite. Quels sont ses intérêts, quelles sont ses émotions. Et le client, d'autre part, donc dans cette vision qui est la vision qui a été développée par GCEA Academy, le patrimoine est quelque chose qui est à la fois né comme quelque chose d'instable, qu'il faut stabiliser, qu'il faut toujours mettre en équilibre, et cet équilibre passe par l'émotion, ne passe pas par le portefeuille. Mais ça, c'est un vrai coming out, parce que tu as été éduqué, voire dressé dans le paradigme de l'optimisation et de la sécurisation de tes clients. Tout à fait. Et puis, tu t'es rendu compte dans ce métier très particulier qu'est la relation au patrimoine, en fait, il ne s'agit pas que de ça. Il ne s'agit pas que de facteurs financiers. Il y a beaucoup de facteurs extra-financiers envisagés. Est-ce que le contraire, il ne s'agit presque jamais de facteurs financiers, en fait. La restructuration d'un patrimoine ne commence pas par un portefeuille, commence premièrement par la restructuration de la conception d'une famille, par la restructuration d'une histoire. Le client est persuadé que pour régler son problème doit passer nécessairement par une vision juridique et une vision fiscale, alors que non, parce que il faut, et c'est ça qu'en fait dans l'académie on apprend à faire, à communiquer, à mettre en avant les émotions pour comprendre quels sont vraiment les intérêts, les enjeux patrimoniaux derrière, qu'ils ont les enjeux de la famille,
comment on restructure un patrimoine si on ne restructure pas tout d'abord la santé d'une famille et la stabilité de cette famille. Ça veut dire que tu as dû apprendre à écouter. Une totale inversion de tendance, oui, tout à fait. C'est vraiment un réapprentissage. On sort de l'école en pensant qu'en fait, on a X milliers d'euros, millions d'euros de côté, qu'il faut les optimiser absolument à tout prix. Mais en réalité, garder un patrimoine, le restructurer, le développer et le gérer, la plupart du temps, dans la presque totalité du temps, ne passe pas par les normes juridiques. La norme juridique en tant que telle rassure, mais c'est l'émotion qui décide. Et le risque fiscal, effectivement, est un véritable risque, mais le vrai risque de base ne réside pas dans la norme fiscale, mais réside dans le silence. Et cette notion de silence est une notion qui est très dangereuse parce qu'on empêche le patrimoine de se développer et d'être gardé. Et donc, le défi est celui surtout d'acquérir cette maturité émotionnelle. Ouais, mais est-ce qu'on peut parler d'émotion avec rationalité ? Justement, c'est ce qu'on essaye nous, en tant que praticiens du droit, de transmettre à nos clients, de prendre, nous, tout d'abord du recul, d'ouvrir un espace, un environnement de communication où le client peut se sentir à l'aise, surtout d'apprendre comment mettre des mots de manière rationnelle sur ce qui ne l'est pas, sur l'émotion. Et donc, quand on arrive à acquérir cette maturité émotionnelle, on peut rentrer dans une logique qui est la logique émotionnelle, donc une logique illogique, irrationnelle, mais qui permet d'atteindre des objectifs qu'en réalité, on n'aurait jamais pu atteindre autrement dans la gestion de ceux qu'on pourrait penser être importants, mais que finalement ne l'étaient pas. On a la croyance qu'un avocat a une baguette magique qui peut simplifier les scénarios pour arriver à une solution unique. Or, tu nous dis là que la question patrimoniale est porteuse par nature d'une complexité tout à fait humaine, émotionnelle, rationnelle, économique. Parce que l'homme est complexe. L'homme est complexe et le patrimoine est lié à l'homme. L'homme, il est le début, le maître de son histoire et la fin. Et donc, il doit être capable, tout ce qui passe par la notion de patrimoine doit nécessairement être passé par le prisme de l'homme. C'est inévitable. Oui. On ne sait pas gérer un patrimoine tout simplement en appuyant des boutons et en faisant des choix qui sont dictés par l'une ou l'autre disposition légale. Et le rôle de l'avocat patrimonialiste est bien là. La plus-value de l'avocat patrimonialiste est là. On n'a pas de baguette magique. On a la possibilité, on apprend normalement à écouter. Et en fonction de comment on écoute, et en fonction de comment on arrive à pouvoir faire en sorte que le client se dévoile ses faiblesses, ses émotions, ses véritables intérêts, alors là, en fonction de ces éléments, on peut effectivement montrer quelle est notre plus-value et reconstruire les choses. Ce qui est très particulier dans le patrimoine quand même, c'est que tu as un commanditaire qui vient trouver un avocat pour trouver une solution à sa question. Mais ce commanditaire, il est rarement isolé. Il appartient à un système humain qu'on appelle une famille. Tout à fait. Et c'est ça qui rend la question éminemment complexe. Donc, quelle est ta possibilité ou pas d'allier la famille, en fait, à ton prescripteur ou à ton commanditaire ? La plus grande difficulté, effectivement, réside dans le fait que restructurer un patrimoine part de la restructuration de la famille patrimoniale. Parce que parfois, on a tendance à croire que chacun doit rester isolé. En fait, chaque membre de cette famille porte plus ou moins le même nom, idéalement, et qu'il doit rester isolé, justement, pour pouvoir gérer son patrimoine, alors que non, justement, le patrimoine financier, le patrimoine économique est un volet. Le patrimoine familial est tout autre chose. Et pouvoir ramener, nous, on est justement des mandataires, mais en qualité de mandataire, on doit pouvoir arriver à transmettre ce message de sorte à pouvoir, nous, amener le client à comprendre qu'en fait, il n'est pas seul.
il fait partie d'un univers, que cet univers doit être sauvegardé, doit être préservé, doit être développé. Mais, évidemment, une fois, c'est un peu comme... c'est un bouche-oreille, en fait. Une fois qu'on a transmis ce message, faut-il encore que les autres composantes, donc les autres membres de la famille, entendent ce message. Et donc, la maturité émotionnelle n'est pas uniquement individuelle, ne passe pas par une vision individualiste, mais nécessairement doit faire partie d'une intelligence émotionnelle collective qu'il faut absolument développer. Et ça, c'est la vision réelle de GCEA. Merci beaucoup, Mathéo. Donc, on te retrouve au sein de l'Académie, au sein du cabinet DCH. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci, Frédéric. Merci à toi. Bonjour, je suis Gustave Duchâtel, stagiaire IP au sein de GCEA IMO, et je suis avec Frédéric Lehoux pour les chroniques patrimoniales. Salut Gustave. Gustave Duchâtel, tu as 23 ans, tu es issu d'une famille historique attachée à la terre. Mm-hmm. Tu as fait le choix par nécessité certainement de te former professionnellement à cette gestion de la matière immobilière, puisque tu fais un stage chez GCEA en tant qu'agent immobilier. Au-delà de ce que tu croyais apprendre dans ce stage, qu'as-tu vu, qu'as-tu compris en vivant au sein de GCEA et de l'Académie ? En effet, en étant issu d'une famille patrimoniale, il y a évidemment un patrimoine immobilier qui en découle à gérer. Il existe, il faut pouvoir le gérer de la meilleure des façons. L'immobilier, lui, a différentes formes, mais le patrimoine familial, lui, est vraiment à prendre avec des pincettes, à gérer avec passion, avec intérêt, avec respect aussi. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de pouvoir me former auprès de l'équipe GCEA en tant qu'agent immobilier. Et de cette façon-là, je pourrais me former, gérer, parce que d'une certaine façon, ça peut aussi devenir rapidement une contrainte, ce patrimoine. On l'oublie assez souvent, et le pire que je souhaite à ma famille, à moi-même, ce serait de le subir. Et c'est pour cela que j'ai rejoint l'équipe GCEA. Et, tu parles avec des pincettes. Oui. Gérer le patrimoine, je dois apprendre à gérer le patrimoine familial avec des pincettes. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a une peur en dessous ? Évidemment, je suis jeune, je n'y connais rien. Il y a aussi le regard des autres générations, de cousins, de frères et sœurs. Donc chaque décision doit être réfléchie. Et donc c'est pour ça que je parle de pincettes, évidemment. Oui. Elle doit être réfléchie ou elle doit être partagée ? Et en fait, tu vois, la réflexion, c'est du mental. Or, on est en train de parler, il y a une dimension très émotionnelle dans le dialogue intrafamilial. Qui fait que tu vas devoir en fait associer toutes les parties prenantes autour des décisions dont tu n'auras pas le pouvoir directement, vu ton âge. Oui, vu mon âge. Ma famille m'y forme petit à petit. Il y a évidemment l'émotionnel qui arrive comme d'habitude, hein, on le retrouve à chaque fois. Et oui, là, il faut l'accord de chacun, toujours l'accord de chacun, oui, évidemment. Mais alors, c'est quoi, dans ton cas, les valeurs patrimoniales ? Quand on parle de patrimoine, toi, tu es attaché, puisque tu es au cœur du réacteur, tu te dis, moi, ce qui est important, c'est d'arriver à pouvoir vivre et à contribuer aux valeurs patrimoniales, aux valeurs familiales. Justement, vous parlez de valeurs, et j'ai, on va dire, les mêmes valeurs que GCEA au niveau de l'émotion, comme vous en parliez. On a essayé de... Enfin, je reparle de GCEA, justement, mais... on a essayé de créer réellement une alliance entre 3 dimensions fondamentales, et je m'y retrouve assez dans ces dimensions-là, c'est pour ça que je vais en parler. On a justement la solidité économique des solutions proposées, voilà, par nos équipes par exemple, ou ma famille dans mon cas personnel. On a la qualité intrinsèque du bien, entre guillemets, et aussi l'accord émotionnel entre les parties. Sans cet accord émotionnel-là, on n'a pas de vision globale sur le projet et pas de réelle valeur patrimoniale du projet, Donc, si je reformule, tu me parles de la stabilité économique du scénario envisagé, oui. De la qualité du bien, mais sans doute aussi de la vie associée à ce bien. Tu peux être dans un bien de grande qualité et y vivre très mal, si c'est ton lieu de vie. Et je parle autant d'immobilier que d'agricole. Ouais. Et la troisième dimension, c'est sans doute cette dimension de tranquillité, d'apaisement émotionnel que permet le bon scénario. Et c'est vrai qu'au sein de l'Académie, nous sommes intimement convaincus que ces 3 dimensions, si on en retire une seule, tout le système s'effondre. Absolument.
Donc c'est bien de ça dont C'est vraiment important. dont tu parles. Qu'as-tu appris encore en faisant ce stage ? Justement, GSEA m'a repris assez rapidement. C'est que j'avais cette vision trop structurée de l'immobilier, toujours des chiffres, tableau Excel, des rendements. Mais on m'a immédiatement stoppé et montré qu'il y avait une autre vision de la chose. Au-delà du mercantile, tu veux dire ? Oui, tout à fait. Et je vais être assez redondant, et c'est encore une fois l'émotionnel qui ressort. C'est un élément indispensable du tableau. Il ne peut pas y avoir chiffres sans émotion et inversement. Donc un bien immobilier est porteur d'une valeur émotionnelle ? Absolument, oui. Surtout dans un patrimoine familial. C'est toujours le cas. Porteur de quel type d'émotion ? Si tu le ramènes à ta famille, à des patrimoines auxquels tu penses. Émotion, je dirais le mot respect, parce qu'il y a le respect de chaque génération, de chaque travail qui a été réalisé, même si les 10 générations derrière ne nous regardent plus, on sent toujours ce regard sur nous, sur nos décisions. Tu sais, Gustave, je pense qu'on a été structuré à toujours faire référence au monde connu, au monde passé. Et je pense que particulièrement dans ton cas, puisque tu appartiens à une famille importante et historique, ça fait partie de l'équation. Or, à ton âge, sans doute est-il nécessaire de te projeter toi-même dans une vie à vivre. Tu n'as que 23 ans, ou tu as déjà 23 ans, oui. On peut choisir, mais tu vas devoir te projeter dans une vie à vivre au-delà de tes responsabilités, de ton devoir. Il va s'agir, à un moment donné, de toi te mettre en vie, et donc de laisser ta trace. Évidemment, oui. Dans l'orientation du patrimoine familial. Comment tu vois ça ? Alors, c'est, comme je le dis toujours, je ne me prends pas à part, je prends toujours la décision de la famille dans sa globalité. Je trouve que, justement, prendre des décisions seul, ce serait assez, égoïste. Toujours prendre l'avis de la famille dans sa globalité. Sinon, évidemment, ça peut créer des complications. Et donc, comme vous dites, oui, à mes jeunes 23 ans, comment je vais me projeter dans cette vie future. À quoi tu veux contribuer ? Contribuer, c'est un peu basique, mais à la prospérité familiale, évidemment. On avait parlé de ça aussi, c'était l'idée que, comme vous êtes porteur de terre, d'un patrimoine, d'un terroir, de bois, d'hectares, la question se pose à un moment donné, c'est quelle est la valeur de la terre ? Est-ce que tu contribueras à un système capable de régénérer la terre et d'enrichir la terre ? Il n'y a pas que les comptes en banque, il y a aussi le substrat. Absolument, oui. Il y a en effet beaucoup de gens, mais on le voit d'ailleurs avec le Mercosur actuellement, il y a beaucoup d'agriculteurs et de familles qui se plaignent, mais eux-mêmes se plaignent aussi des produits chimiques que l'on utilise sur les terres, sur l'appauvrissement des terres. Donc c'est vraiment un sujet très important dans nos campagnes. Donc oui, je ne suis personnellement je ne fais pas de culture bio, mais c'est un point à prendre en compte, mais il y a toujours cet aspect rentable qui apparaît. Évidemment, on ne peut pas toujours voir le bon côté sans avoir une rentabilité par derrière qui n'arrive pas. Donc c'est toujours très complexe. Nous sommes en train de développer avec des acteurs d'agroécologie au sein de l'Académie une véritable vision pour les détenteurs d'un patrimoine terre qui vise à comment est-ce que je peux en fait enrichir mon patrimoine et ma terre dans un même mouvement. Je t'invite vraiment à venir rejoindre cette expérience-là. Tu verras, il y a des choses très très étonnantes qui sont rapidement accessibles aujourd'hui. J'espère qu'on attirera ensemble avec toi les gens de ton âge. Absolument, qui se disent je peux orienter mon patrimoine terre et lui donner une valeur profonde. Je leur dirai, évidemment. Je te remercie beaucoup. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Aurel de Mérode et je suis administrateur délégué de Gillon Croet Estate Alliance et fondateur de GSEA Academy. Bienvenue dans cet épisode de Chronique patrimoniale filmé par Streambox. Aurel de Mérode, tu as 34 ans, tu es issu d'une grande famille historique, patrimoniale, au patrimoine particulièrement riche puisqu'il est très diversifié. Ça va de l'art à l'immobilier, en passant par beaucoup d'autres choses. Et tu offres la caractéristique en fait d'être l'héritier unique. Ce qui est totalement étonnant.
ce qui est totalement étonnant. J'aimerais que tu témoignes de ça et j'aimerais surtout que nous commencions d'abord par cette initiative que tu as prise puisque tu es cofondateur de cette académie patrimoniale, GCEA Academy. C'est dire si ça relève d'une importance essentielle pour toi. Qu'est-ce que c'est que cette académie et à qui s'adresse-t-elle ? Voilà, merci beaucoup Frédéric. Écoute, je vais d'abord t'expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est que GCEA Academy. Donc, comme tu as dit, GCEA Academy est une initiative innovante dans le domaine du patrimoine familial. On pourrait le décrire comme un laboratoire, une zone d'expérimentation de solutions patrimoniales dans lequel on encourage des réflexions innovantes, mais également des échanges interdisciplinaires. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous invitons des familles patrimoniales, mais également des experts juridiques, financiers et autres, à partager leurs vues et leur savoir dans l'idée de vraiment bâtir une intelligence patrimoniale. Tout ça en le faisant, évidemment, en perdant jamais de vue qu'un patrimoine, ça dépasse la notion d'un bas de ligne qui est souvent traduite par une valeur monétaire. Donc c'est vraiment une alliance à ce moment-là entre la réalité matérielle réduite souvent à sa dimension économique, ce qu'elle génère en termes de qualité intrinsèque, et, comme tu dis, la dimension émotionnelle qui peut tout foutre par terre si elle n'est pas envisagée. Donc c'est un équilibre, mais je vais revenir là-dessus plus tard. L'idée, c'est vraiment de pousser finalement des réflexions, des innovations et de pousser les gens à partager, donc des personnes de disciplines multiples, de partager. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous invitons des familles, nous invitons des professionnels très sérieux, juridiques, financiers et tout, à se mettre autour de la table, à partager finalement leurs expériences, leurs difficultés et tout. Donc, ils apprennent de l'un et l'autre, tout en gardant finalement cette notion de patrimoine qui est, comme on dit chez GCEA Academy, est au-delà du simple bas de ligne qui est souvent traduit monétairement. Comme tu dis, l'émotion et tout, donc au-delà du monétaire. Donc tu dis que ça s'adresse à des familles patrimoniales, à des personnes souvent issues de familles patrimoniales, qui arrivent avec en général une situation personnelle qu'ils considèrent comme complexe, sinon ils auraient la solution. Et ils recherchent dans cette alliance, c'est une alliance en fait, cette académie, un ensemble de pairs, d'autres familles patrimoniales qui sont peut-être passées par là, qui peuvent les aider, mais aussi des professionnels dans ces trois dimensions, la dimension économique, la dimension qualité disponible par rapport au scénario économique et la dimension émotionnelle. Il y a des professionnels de la dimension émotionnelle alliés à l'académie GCEA ? Mais pas vraiment. Nous sommes tous des professionnels dans nos disciplines distinctes, que ce soit la finance, que ce soit les avocats, les notaires ou les familles, ou que ce soit l'agriculture et autres. Ici, l'idée, c'est de vraiment créer un espace ouvert où finalement toutes ces familles et tous ces professionnels du patrimoine qui ont souvent une notion bien fixe de ce que c'est qu'un patrimoine dans sa gestion et dans sa structuration, puissent partager, puissent ouvrir le dialogue, innover et réfléchir sur qu'est-ce que c'est que le patrimoine. L'idée est vraiment que le patrimoine, on va aborder vraiment des sujets dans lesquels on gère un patrimoine avec une dimension humaine pour donner du sens sur du long terme, mais tout en gardant évidemment une réalité matérielle et chiffrée. Concrètement, ça prend quelle forme ? C'est une ASBL ? Qu'est-ce qu'un membre, qu'est-ce qu'un affilié, qu'est-ce qu'un allié peut y trouver ? Alors, GCEA propose 4 types d'activités. Nous avons évidemment les conférences, qui peuvent aussi être des tables rondes. On invite un expert ou quelqu'un qui a finalement une expérience dans le patrimoine. Il partage des enjeux actuels sur le patrimoine, mais également une situation réelle, une expérience. L'idée est vraiment de partager avec un langage accessible à tous l'information, les réflexions, les innovations du patrimoine. Mais ça veut dire que chacun de ces intervenants doit nécessairement partager la vision de l'académie. Ça veut dire cette vision en trois dimensions, l'économique, la qualité et l'émotionnel.
Tout à fait. Donc, on a la vision de l'Académie, mais nous avons également la vision de nos invités. L'Académie est un espace de dialogue, donc le débat est ouvert. C'est très important. C'est ce qui permet d'avoir des réflexions et l'innovation. Donc, on ne va surtout pas influencer les gens qui viennent partager leurs expériences et en tout cas leurs connaissances, mais on ouvre évidemment le dialogue. Tout le monde qui participe à ces tables rondes, à ces conférences, ont le droit à la parole et ont le droit de pouvoir partager leurs avis sur tout. Tu incarnes, par ton âge, 34 ans, tu incarnes la new generation. Hein, tu incarnes cette personne qui un jour devra assumer en fait ce patrimoine familial que tu reçois. Est-ce que l'Académie a fait le choix de s'orienter en particulier ou tout autant sur les détenteurs du pouvoir qui sont en général plus âgés que pour ceux qui en prendront la relève, de façon à les amener en fait à orienter le patrimoine? Je pense d'avoir compris de nos échanges que l'Académie a cette vision de pouvoir aussi permettre à la nouvelle génération d'assumer et de prendre un pouvoir conscient sur le patrimoine. Mais comme c'est un espace finalement de dialogue et de réflexion, aujourd'hui, quand on parle de famille patrimoniale, on ne parle pas d'une seule génération. On ne parle pas de la next-gen, on ne parle pas des aînés, on parle finalement d'une famille dans son entièreté. Aujourd'hui, on vit suffisamment vieux, donc on est parfois 2, 3 générations, même parfois 4 générations à vivre sur cette terre en même temps. Donc il ne faut pas penser à chaque génération comme une génération unique, mais plutôt vraiment comme une famille qui partage et qui fait quelque chose ensemble. C'est ça que nous voulons aussi essayer de promouvoir dans GCE Academy. On fait même des ateliers, un petit comité, avec simplement des membres de la famille, avec ou sans leurs conseillers, pour essayer de dynamiser finalement un dialogue, de poser les questions simples de ce que c'est qu'un patrimoine, et de finalement faire des cas d'école ou des ateliers qui permettent à ces familles de réfléchir, de partager, de pouvoir avoir un moment où ils peuvent tous parler égal à égal, sans avoir peur des conséquences par rapport à des situations concrètes. Donc ça, c'est la deuxième ou la troisième dimension. Tu m'as dit la première, ce sont des conférences, des interpellations. La deuxième, ce sont des ateliers avec un échange Exactement. possible. Nous avons encore 2 autres activités. Nous avons les formations, qui sont autant pour les familles que pour les conseillers. Donc l'idée est vraiment de partager, de donner la clé innovante de la gestion patrimoniale. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider dans la structuration, la gestion, mais aussi la transmission de patrimoine, qui est très importante aujourd'hui. Ici, on parle réellement de stratégie, de créativité patrimoniale. On parle toujours de créativité ici dans l'Académie. On n'est pas du tout dans l'ingénierie fiscale ou financière. Oui, mais alors toi, tu es porteur quand même de cette... souvent, le patrimoine est réduit en fait à ce moment de la transmission. Or, toi, tu es bien placé pour te dire, ben non, la transmission, c'est un moment souvent malheureux parce qu'il y a le départ, il y a un départ douloureux à assumer, mais la gestion patrimoniale porte sur la vie de tous les jours, pas uniquement au moment de la transmission. Donc, c'est vivre aujourd'hui avec tes parents et tes grands-parents, ton épouse, dans un espace de dialogue où on ose dire les choses. C'est ça dont on parle, en fait, c'est oser parler. Tout à fait. Attention que quand on parle de transmission, ce n'est pas toujours associé au décès, à la mort. La transmission, c'est quand on donne le flambeau. Tiens, mon fils, je te passe les clés, c'est à toi maintenant de gérer. Moi, je fais le tour du monde. C'est quelque chose qui peut arriver, c'est une décision familiale qui peut avoir des conséquences dépendant de si la famille est prête pour cette transition ou pas. L'idée est de vraiment pouvoir partager cela avec d'autres gens, voir comment ça se passe ailleurs et de faire au mieux pour qu'une transmission se passe avec une dimension humaine, mais surtout robuste et sur le long terme, sur lequel chacun a finalement une envie et un plaisir de pouvoir gérer ce patrimoine. La transmission peut arriver avant le décès ou doit arriver avant le décès, puisqu'il s'agirait de permettre en fait aux adultes de la famille de prendre leurs responsabilités à un moment donné et de s'engager dans la vie au travers du patrimoine dont ils héritent. C'est important de dire qu'on ne doit rien faire. On n'a jamais l'obligation de faire quelque chose. Par contre, c'est conseillé. C'est conseillé de si on transmet quelque chose, si on passe le flambeau, il vaut mieux le faire ensemble et d'être présent pour tenir la main aussi longtemps que possible pour être sûr qu'il y a une transmission
saine et fluide. Ça me paraît très important, ce que tu dis là, parce que c'est un espace d'expérimentation entre parents et enfants, quel que soit leur âge, qui est sans doute un moment très privilégié de la vie d'une famille. C'est quand on s'engage ensemble et qu'on sort de la lasagne générationnelle où chacun a sa responsabilité. Quand on commence à partager une responsabilité, on doit sans doute créer une valeur innovante pour le patrimoine. Mais on doit créer une valeur innovante, on doit créer une valeur émotionnelle entre les membres de la famille, mais tout en gardant évidemment cette notion qui est malheureusement la vie réelle, qui est malheureusement chiffrée, et mais qui n'est pas simplement un simple bas de ligne. Des relations humaines, une transmission qui se passe mal, une relation un peu avec une certaine friction, peut avoir évidemment des conséquences financières sur le long terme. Donc c'est important d'avoir cet équilibre au sein d'une famille, que ça soit dans les ressources, que ça soit dans l'émotion, mais que ça soit également dans les finances. Il y a cet équilibre entre les trois boules de l'académie, pour être sûr qu'un patrimoine est géré de façon saine et robuste. On offre aussi un espace sécurisé et confidentiel qui permet à certaines familles de venir déposer une complexité pour essayer d'en parler et trouver en fait des ressources. Exactement, une créativité, une stratégie patrimoniale. C'est très important que tout ce qui se passe dans l'académie, ça reste dans l'académie, sauf décision, évidemment, des membres de partager. Je vais prendre le quatrième élément, puisqu'on n'en avait pas parlé sur les activités que nous faisons, c'est-à-dire tout ce qui est publications. Les publications, que ce soit en newsletter, en article de fond, en podcast, en vidéocast. Donc l'idée est vraiment de créer un réseau de partage de réflexion et d'innovation pour tous, dans lequel les membres, on va souvent les interroger, on va souvent les faire participer, on va les inviter parfois même autour de la table, participer, interviewer, proposer des thèmes. Ça, c'est aussi quelque chose que nous faisons beaucoup, puisque nous ne pensons pas toujours à tout, et il y a des situations bien précises, comme tu as dit, des difficultés dans certaines familles, dans certains patrimoines. Donc, ils peuvent proposer des thématiques, et nous allons faire ça. Nous allons organiser soit des conférences, soit des articles, soit des podcasts. On va même peut-être les inviter à être autour de la table, comme nous faisons maintenant, à débattre autour d'un sujet. Donc, l'académie est un endroit ouvert et sécurisant. Les gens peuvent venir et parler de façon confidentielle de leurs problèmes, mais il y a également une volonté de partager. C'est là où prend tout son sens, le A de l'acronyme GCEA. Académie, c'est le principe de l'alliance. C'est construire des alliances en fonction des situations. Exactement. Une alliance entre les familles patrimoniales, également les experts, les professionnels, les contributeurs, oui. Et vraiment de partager leur savoir, leurs problèmes, leurs inquiétudes autour d'une table. Merci beaucoup, Aurel. Merci, Frédéric. Bonjour, je suis Rodolphe Alexis Vanimp, au sein du cabinet qui porte le même nom. Je participe aujourd'hui au podcast sur les chroniques patrimoniales et je vous invite à nous suivre. Rodolphe Alexis Vanimp, tu as tout juste 41 ans, tu es un architecte passionné de matières naturelles, d'esthétique contemporaine, d'innovation durable. Tu parles de circularité, tu parles de matériaux biosourcés, géosourcés. Tu es un grand passionné de ce que je connais de toi. Au-delà de ton métier d'architecte, tu as décidé de rejoindre l'Académie patrimoniale GCEA Academy. Pourquoi au-delà de ton métier de base ? Mais écoute Frédéric, déjà je te remercie de me poser la question parce que je me rends compte grâce à elle à quel point le projet de cette académie dont on parlait, toi, Caroline Haas, Aurel de Mérode et moi à l'époque aussi, a pris forme et est devenu pour moi même un support aujourd'hui dans mon quotidien. L'académie permet d'aborder, alors pour une question ici qui est le patrimoine qu'on met au centre des questions, d'être une excuse pour s'élever à d'autres choses, s'élever à des rencontres qui font qu'on aborde son métier, la perception de notre quotidien avec un autre regard. Pourquoi ? Grâce à l'académie, on a des médecins autour d'une table, on a des avocats, des architectes, des professionnels de l'immobilier qui se concentrent sur le patrimoine comme départ, mais le patrimoine peut prendre de telles formes différentes qu'on est amené à finalement aborder plein de sujets, et des sujets comme d'actualité ou des sujets plus du quotidien. Et donc, quelque part, autour de cette question du patrimoine, on a tendance à partager des choses
je considérais que l'académie prend plus la forme d'un laboratoire, ce qui, à 41 ans, est une occasion unique pour revaloriser son métier, revaloriser la question de la considération justement d'un patrimoine. Quand on parle de patrimoine, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser, on parle indirectement de transmission et on va parler d'émotions qui souvent, pour moi, les émotions sont le véhicule d'une bonne transmission. La transmission doit se faire dans les meilleures conditions quelque part, et une bonne préparation à cette transmission devrait quelque part passer par l'académie pour être justement soumise à toutes ces questions diverses et cette pluridisciplinarité qu'elle offre. Mais oui, tu as raison. Je pense que c'est cette idée même de l'émotion ex movere, bouger vers l'extérieur, indique cette possibilité d'engagement. Or, j'imagine qu'à travers ta vision de ton métier d'architecte, vu la manière dont tu le définis, ce que j'ai repris en début, indique en fait cette possibilité de s'engager et pas simplement de réaliser quelque chose de convenu. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, et j'espère qu'on pourra en fait compter sur de plus en plus de contributeurs patrimoniaux, des professionnels des patrimoines au sein de l'académie, qui puissent en fait prendre conscience qu'il y a une possibilité d'engagement. L'enrichissement tient dans l'échange. Et quelque part, l'académie est une plateforme propice à cet échange. Et si on se particularise, si on s'engage, comme tu le dis, dans nos métiers et qu'on le fait avec passion, moi j'ai la chance de vivre une passion qui est mon métier, je m'interroge, je remets en question, je cherche, je trouve. Et c'est vraiment l'objet d'un laboratoire, c'est de rechercher, on fait de la recherche, mais basée sur l'échange et l'échange d'informations quelque part. Et ça, c'est très novateur. Y a-t-il une idée structurante au sein de l'académie qui, pour toi, en fait, tu dis, l'académie, elle est porteuse de tel concept, de telle idée, et c'est ça, en fait, qui permet, en fait, de développer une nouvelle intelligence patrimoniale et donc voir une nouvelle stratégie patrimoniale? C'est vraiment l'aspect, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la pluridisciplinarité qu'elle offre. Donc, quand on se pose une question sur la gestion d'un patrimoine, moi, j'ai la chance d'avoir un métier qui me force à regarder l'avenir. Si, comme tu le dis tout à l'heure, je m'intéresse à l'aspect circulaire des matériaux que je vais mettre en œuvre, c'est parce que je me pose une question sur l'avenir. Je me dis quel va être, que vont être mes bâtiments, les bâtiments que je dessine, que je rénove, que je conçois, que vont-ils devenir dans un avenir porté à 50 ans, par exemple. Ça, c'est ce que tu apportes alors aux familles patrimoniales en dehors de l'architecture. Ce sont des et du réponses bâti. que je peux apporter. Ouais. C'est une réflexion qu'on va avoir dans le sens... Parce qu'aujourd'hui, les familles peuvent être soucieuses de ce qu'elles transmettent et de la façon dont ce qu'elles transmettent va évoluer. Et c'est une des réponses qu'on peut, ou une des questions qu'on peut se poser ensemble et à laquelle on peut réfléchir. Et via les différentes disciplines qu'on retrouve au sein de l'académie, on va aborder cette même question sous plusieurs angles. Et c'est ça qui va être enrichissant. C'est là que l'académie prend tout son sens. Oui, je partage ça complètement avec toi. C'est vraiment l'idée que souvent les familles patrimoniales sont d'abord prises par un devoir de respect de ce qu'ils ont reçu, avec une grande difficulté de se projeter dans le monde de demain, qui pourrait être source d'un engagement aujourd'hui. Et donc, je trouve que ta vision est particulièrement chaude et intéressante parce qu'on ne peut pas s'engager à partir du passé. On s'engage à partir d'une vision future. La transmission, c'est sans doute quelque chose c'est un moment qui va forcer une certaine introspection. Enfin, je l'espère. Et si cette introspection est accompagnée de conseils, mais qui peuvent prendre plein de formes diverses, parce que moi, je te parle d'un patrimoine qui peut être tourné vers le bâtiment, mais le patrimoine, on le voit, prend des formes différentes. Et elle peut être de l'ordre de collection d'art, de l'ordre de nos aussi. On a tous un patrimoine, on a tous quelque chose qui est transmissible. Un architecte comme toi cultive et matérialise l'art de vivre ensemble, non ? Certainement. Maintenant, cet art de vivre ensemble, il peut être appliqué à toute forme de patrimoine. Et quelque part, c'est
la mission que j'espère et que je vais essayer de pouvoir mettre à profit de l'Académie, c'est de créer quelque part un patrimoine où il fait bon vivre. Et c'est là qu'on va travailler ensemble pour pouvoir le développer au mieux grâce à GCEA. De tout cœur, merci. Bonjour, je m'appelle Caroline Haas, je suis avocate patrimonialiste chez DCH Avocats, mais également fondatrice et présidente de l'ASBL GCEA Academy. GCEA Academy est une académie du patrimoine qui accueille des membres intéressés par une vision innovante de ce qu'est le patrimoine de demain. N'hésitez pas à nous retrouver sur les différentes plateformes et réseaux sociaux, YouTube, Spotify, Apple et Instagram. Caroline Haas, 55 ans, avocate patrimonialiste. Tu as dédié ta vie à la complexité des patrimoines et surtout à l'accompagnement de familles, de ces familles qui les portent, ces patrimoines. Tu as aussi développé, au travers de contenus, au travers d'interventions académiques, une approche innovante du patrimoine. Tu as identifié une nouvelle intelligence patrimoniale. De quoi parles-tu ? L'intelligence affective, en réalité. Puisque un patrimoine, c'est avant tout un affect. À partir du moment où on a un lien avec un patrimoine, on peut le penser de manière totalement innovante, out of the box, dans le but de le consolider, dans le but de mieux le gérer, dans le but de le transmettre, au-delà finalement de sa valeur monétaire. Et ça n'a pas été facile finalement à modéliser ou à évaluer ou à mesurer, puisqu'on parle souvent du mesurable, mais en prenant en compte cet affect patrimonial et donc une autre forme de préparation à la structuration et à la transmission, j'ai découvert une toute autre lecture du patrimoine. Et c'est ça que j'ai voulu, à un moment donné, mettre dans un contenu et transmettre à travers une académie que j'ai confondée d'ailleurs avec une famille. Une autre lecture. C'est-à-dire une lecture pour laquelle nous ne sommes pas nécessairement préparés dans nos professions d'avocat, de notaire, de banquier, qui est cette lecture finalement tridimensionnelle, de durabilité, parce que la notion de durabilité patrimoniale, c'est quelque chose que nous n'apprenons pas. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, et pas dans le temps au sens il doit durer 100 ans, mais au sens où il doit pouvoir être adapté, s'arranger, se changer au fur et à mesure des générations qui suivent. Donc un patrimoine ne se conserve pas nécessairement en l'état, mais évolue avec une famille, parfois en le changeant fondamentalement, parce qu'on vend pour acquérir autre chose, parfois en le conservant, en le rénovant. Donc ça, c'est la dimension temps. Ensuite, il y a la dimension monétaire. Combien vaut mon patrimoine, que vaut mon capital, qui est facilement mesurable, tant que la monnaie reste mesurable, puisqu'elle est relative. Et donc là, quelque part, c'est quelque chose qu'on apprend et qui est devenu primordial dans nos sociétés, c'est de savoir combien. Et ce combien fait partie de la dimension à côté du temps. Et puis, il y a une troisième dimension patrimoniale, qui est beaucoup plus difficile à mesurer, mais qui pourtant existe, qui est la composante émotionnelle. C'est avec quel dynamisme, finalement, émotionnel j'intègre un patrimoine, je transmets un patrimoine à quelqu'un d'autre, qui fait que ce patrimoine devient réellement durable. C'est une transmission, je dirais presque de passion patrimoniale. Et donc ces trois dimensions forment un tout. Et c'est ça qui est véritablement cette nouvelle lecture, cette approche innovante. Quelles sont les parties prenantes d'un patrimoine ? Alors, la partie prenante, c'est le possesseur, pour commencer. Je possède un patrimoine. C'est celui qui va un jour le posséder, celui à qui nous allons le transmettre. Et puis c'est, je dirais, l'écosystème humain intime qui l'entoure, que ce soit un conseiller, que ce soit un membre familial, que ce soit, comme nous l'appelons parfois, une pièce rapportée, que ce soit un professeur ou que ce soit simplement un conseil avisé de quelqu'un qu'on ne verra plus jamais. Et donc ça, je dirais que c'est la composante ou l'écosystème humain qui lui-même s'inscrit dans un écosystème matériel dicté par nos politiques, dicté par le monde bancaire, dicté par le monde financier. Et en réalité, dans les parties prenantes patrimoniales, à partir du moment où on part du principe qu'un patrimoine existe à un instant T avec une valeur X et que ce patrimoine est amené à évoluer, on se rend compte que les parties prenantes sont presque infinies, pour autant qu'elles intègrent cette réalité patrimoniale telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Le patrimoine est porteur d'une dimension temporelle. Oui. On l'associe souvent au passé, par nature. Je trouve ça très beau. On a un patrimoine, il était quoi ?
et il deviendra quoi? De nouveau, on va se retrouver sur cette tridimensionnalité temporelle, à savoir que la véritable sens d'un patrimoine, qu'il soit individuel, qu'il soit entrepreneurial ou collectif, c'est de savoir ce qu'il a été, ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il deviendra. Sinon, à quoi bon finalement gérer, structurer et transmettre un patrimoine? C'est un acte de courage impressionnant que d'oser poser un diagnostic ou tenter, à l'instant présent, de ce qui constitue le patrimoine avant d'envisager son orientation. Un acte de courage, je ne dirais pas. Quand nous allons voir un médecin pour nous diagnostiquer préventivement ou curativement un problème de santé, à un moment donné, on vient avec un certain nombre de symptômes, on a un diagnostic, et idéalement, le médecin définit un traitement, et plus idéalement encore, ce traitement doit correspondre à ce qu'on est capable d'accepter ou de suivre. Et je pense que c'est véritablement là l'enjeu, c'est que le meilleur traitement au monde par rapport à une pathologie qui a été diagnostiquée par un médecin n'aura aucun effet s'il n'est pas compris ou n'est pas suivable, ou en tout cas ne peut pas être suivi par le patient pour plein de raisons différentes. Patrimoine, c'est la même chose. Un patrimoine, à un moment donné, il peut y avoir des symptômes. Qu'est-ce qu'on va faire de terre polluée? Je vais donner vraiment un exemple horrible, mais ça arrive. Et comment est-ce que nous allons, par rapport à ce diagnostic patrimonial, par rapport à des terres qui a été fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Quels sont les différents traitements possibles? Mais surtout, quel est le traitement qui correspond le mieux à ce que le possédeur et finalement celui qui va posséder un jour pourront accepter? C'est cette acceptabilité temporelle et acceptabilité dans la matérialité qui fait qu'on peut penser le patrimoine au-delà de sa valeur de bas de ligne. Je trouve que l'analogie médicale santé est très riche, parce que quand je te parlais de courage, d'oser poser le diagnostic, dans le domaine de la santé, on le pose en général de manière tardive, quand le symptôme est devenu insupportable. C'est aussi sans doute le cas dans le domaine du patrimoine. On va adresser en fait au moment de la transmission la question du patrimoine, ce qui doit être une erreur structurante de la gestion patrimoniale. Alors, comme en santé, on a quand même un volet préventif qui est là et peut-être plus axé encore en patrimonial ou plus existant en patrimoine, parce qu'on a quand même été éduqué à réfléchir son patrimoine et ce qu'il deviendra, puisque quand on le possède, on se pose de facto la question qui le possédera après moi. C'est donc plus facile préventivement en patrimoine, disons patrimoine matériel plutôt qu'en patrimoine santé. Par contre, le diagnostic, lui, est beaucoup plus facile en santé parce que quand nous allons chez un médecin, nous attendons un diagnostic. Or, en patrimoine, nous ne l'attendons pas nécessairement. On sait que l'on doit structurer pour l'optimiser. Souvent, on se limite d'ailleurs à une optimisation purement financière et fiscale. Et on sait qu'un jour, on va devoir le transmettre. Ça, on sait. Mais on n'attend certainement pas d'un tiers qu'il pose un diagnostic patrimonial. Alors que le médecin, on y va pour avoir un diagnostic. Et donc, amener une famille à un moment donné à se dire « je m'arrête » et je cherche un diagnostic patrimonial pour définir un traitement qui convient au possesseur, mais qui conviendra aussi à celui qui va le posséder, ça, c'est autre chose. Donc, il y a un petit décalage, je dirais, entre le patrimoine santé et le patrimoine matériel. Le préventif est plus présent dans le patrimoine matériel. Par contre, le courage est dans « je vais aller demander un diagnostic à un tiers ». Ça, c'est un courage. Et puis, plus courageux encore, parce qu'en santé, finalement, on se dit « on n'a que la santé si on veut vivre », c'est à un moment donné de discuter des traitements possibles au-delà de ce qu'on fait systématiquement, à savoir au-delà de l'optimisation financière et fiscale. Oui, bien entendu, parce que le diagnostic n'est pas grand-chose, il est absolument nécessaire, mais tout commence à partir du moment diagnostic. Sans diagnostic, rien. On ne traite que de symptômes, on n'a pas de diagnostic. En patrimoine, ça doit être la même chose. Et tout l'enjeu, après, ça va être de développer une stratégie patrimoniale, comme on développe un chemin thérapeutique. Exactement, c'est la stratégie patrimoniale où je vais même aller plus loin. L'intelligence patrimoniale, c'est de pouvoir se dire « Ok, j'ai un patrimoine, il a un bon diagnostic général et j'aimerais vraiment quelque part le conserver, le préserver, comme on cherche à préserver sa santé, voire l'améliorer. Et qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer ?» Et dans l'amélioration, on a bien entendu la composante financière. C'est un incontournable. L'optimisation fiscale et financière est un incontournable. Mais on a aussi l'acceptabilité. L'acceptabilité, c'est est-ce que ma famille
celui qui va recevoir? Est-ce que la famille proche, la société va accepter la manière dont finalement je traite le patrimoine? Donc c'est la deuxième composante, après la composante monétaire. Et puis, est-ce que je ne m'y prends pas trop tôt ou trop tard, qui est la composante temps? Et là, je dirais qu'il n'y a pas de trop tôt ou de trop tard. Il y a un avant, un maintenant et un après, comme c'est vrai pour, je dirais, n'importe quelle matière, y compris pour notre propre vie. L'intelligence patrimoniale, contrairement peut-être à l'approche de la santé, ne se limite pas à ce qui se passe entre la naissance et la mort, puisque le patrimoine dépasse les naissances et les morts au sein d'une famille. Donc, est-ce qu'on peut imaginer un concept de durabilité patrimoniale? Tout à fait. C'est même presque, je dirais, je ne vais pas dire une obligation, mais une invitation à réfléchir à la durabilité, toujours dans les trois composantes. Donc, de nouveau, qualitativement, qu'est-ce que je transmets et avec quelle valeur je les transmets? Ça, c'est la qualité patrimoniale. Matériellement, qu'est-ce que je transmets finalement en valeur monétaire ou valeur d'échange ou valeur marchande? Parce qu'un patrimoine, certainement lorsqu'il est matériel, a une valeur marchande. Et puis émotionnellement, on revient de nouveau à cette notion d'acceptabilité. Est-ce que ce que je vais transmettre est acceptable dans celui qui va le recevoir et son entourage le plus proche, ainsi que dans l'écosystème dans lequel un patrimoine est appelé à évoluer? Et donc là, l'histoire, malheureusement, ne nous permet pas de tout anticiper, mais nous permet en tout cas de réfléchir au-delà de sa propre individualité et de sa propre possession. Et c'est là où le droit de propriété doit être bien compris. On est propriétaire de quelque chose, on est dépositaire de quelque chose, mais ce que l'on transmet se transmet toujours à l'intérieur d'un écosystème social, d'un écosystème politique, d'un écosystème familial ou entrepreneurial, qui fait que ce n'est pas moi, individu, qui transmet à un autre individu à un moment T quelque chose, dans une formule d'optimisation, mais c'est bien plus large, c'est la juste compréhension de l'écosystème dans lequel je travaille mon patrimoine. Je t'ai entendu parler à plusieurs reprises de ce qui crée l'intérêt, l'intelligence familiale, au-delà de l'intelligence patrimoniale, c'est l'unicité de ses membres. Au-delà des générations, tu m'as dit un jour, tu te rends compte qu'aujourd'hui, il y a 3 à 4 générations adultes qui vont coexister au sein d'une famille et nous ne sommes pas tout au long de notre vie la même personne. Nous n'avons pas la même énergie à 20 ans, à 40 ans, 60 ans, à 80 ans ou à 100 ans. Heureusement. Oui. Et donc, tout l'enjeu, ça va être de développer cette intelligence qui permet en fait d'associer et d'allier les unicités. Alors, l'alliance est une chose que j'aime beaucoup, parce que l'alliance, on est allié pour le meilleur et pour le pire. Et le pire peut parfois arriver, on essaie de trouver une issue au pire, en général, qui peut être une issue de divorce, comme ça peut être une issue heureuse. En fait, il n'y a pas de mauvaise issue. Mais l'alliance nous permet véritablement d'oser mettre en contact des partenaires, et je dirais même pas des partenaires, des personnes qu'on n'oserait pas de nature mettre ensemble. Et quand je dis, ça peut être des différentes fonctions, des différentes professions. On peut très très bien allier un architecte avec un banquier, avec un avocat et avec un père de famille et peut-être son fils, voire un grand-père et son petit-fils, autour d'un projet. Ça, c'est une alliance. Que le projet réussisse ou ne réussisse pas, peu importe, on a une belle alliance avec un bel objectif. Ça, c'est la notion d'alliance. Donc, dans les fonctions, dans les générations, dans les approches, dans les dynamismes. Et c'est justement ça qui fait la richesse d'un projet patrimonial. Parce qu'on parle de projet patrimonial, que ce soit pour une maison ou que ce soit pour un patrimoine immanemment plus complexe et composé, je dirais presque, de tous les éléments qui sont repris dans une déclaration fiscale ordinaire. Tu es la présidente de cette académie. Comment entre-t-on dans cette académie, selon que nous soyons issus d'une famille patrimoniale ou que nous en soyons contributeurs par le métier que nous pratiquons? De la même manière. C'est-à-dire que l'académie s'adresse réellement à des personnes qui ont envie d'entamer une réflexion autour de ce qu'est un projet patrimonial, de ce qu'est une intelligence patrimoniale. Et donc que l'on soit titulaire d'un patrimoine, que l'on soit académicien qui enseignons les technicité du patrimoine, puisque c'est finalement ce que l'on fait quand on est académicien, c'est ce que l'on soit professionnel du patrimoine comme je le suis, c'est rentrer avec simplement, je dirais, une condition, l'envie de découvrir des clés de lecture patrimoniale un peu différentes, et cette intelligence patrimoniale qui combine l'affect à la valeur monétaire du matériel, à la qualité. À partir du moment où on a envie de découvrir et d'expérimenter ces clés de lecture dans des ateliers, dans des conférences, dans des formations, voire même dans des cercles beaucoup plus intimes où une certaine confidentialité est clairement garantie, welcome dans l'Académie du patrimoine. Et c'est quelque part un rêve que j'ai réalisé de dire j'ai quelque chose à transmettre au-delà d'une connaissance
technique, au-delà finalement de ce qu'on a appris et que l'on essaye d'apprendre aux autres. Et j'ai la très grande chance d'avoir autour de moi des collaborateurs, mais aussi des étudiants que j'ai pu avoir à travers certaines interventions académiques, d'horizons très différents, qui sont déjà membres de l'Académie et qui débattent de projets patrimoniaux dont on n'aurait jamais osé débattre, ou en tout cas pas débattre comme on le fait, dans le cadre de l'Académie. Donc c'est une Académie qui s'ouvre à tous, qui sont intéressés par voir le patrimoine autrement. Si je suis porteur d'une impasse patrimoniale, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est intime, c'est difficile à mettre sur la table. Est-ce qu'il y a une porte peut-être un peu plus dérobée, une porte un peu plus confidentielle que je peux ouvrir au sein de l'Académie? Alors oui, nous avons ce qu'on appelle les ateliers privés, avec des règles de confidentialité très strictes, directement inspirées de professions comme la banque, le barreau ou le notariat, où on a véritablement un engagement excessivement strict en ce qui concerne la confidentialité. Et on peut même y aller par 2 étapes, c'est-à-dire que faire un exercice patrimonial n'impose pas nécessairement la transparence patrimoniale au début. On peut très bien dire « je voudrais faire un exercice patrimonial parce que je suis dans une impasse familiale et je n'arrive pas à enclencher un dialogue. Donc faites-moi un school case et discutons-en. » Et si plus intime encore il y a, que ce soit avec les conseillers d'un de nos membres qui rentrent parce qu'ils ont un avocat, un notaire, un banquier, ou que ce soit avec des partenaires alliés, ou que ce soit un mélange, tout ça c'est possible. Et les degrés de confidentialité peuvent aller vraiment du simple à la confidentialité la plus absolue, dans des alcôves pour lesquelles chaque intervenant qui devrait entendre certaines choses, qui en principe relèvent dans certaines professions du secret professionnel, s'engage avec la même dextérité à préserver ce secret. Donc oui, ce sont ce qu'on appelle les ateliers privés ou intimes de l'Académie du patrimoine. Donc si je te comprends bien, il s'agit de passer de l'impasse que j'évoquais à l'art de se poser la bonne question, de transformer l'impasse, le problème, en une question adressable. Une fois que la question peut être posée, on peut imaginer de poser un diagnostic qui va anticiper, qui va donner les faits, qui va rassembler les éléments qui permettent en fait de formuler une réponse sous forme d'une stratégie globale qui permettent à ce moment-là d'assembler à son tour les parties prenantes nécessaires à la résolution et à la mise en œuvre de cette stratégie. Bien sûr. Mais si j'arrive avec mon impasse patrimoniale, il y a beaucoup de chances que j'arrive avec mon propre avocat, avec mon propre notaire, avec mon propre banquier. Je ne demande que ça. Parce qu'en réalité, c'est très important d'avoir autour de soi des personnes à qui on a l'habitude de faire confiance. Et comme on le dit très bien, l'Académie est là pour formuler la bonne question et pour non pas dicter l'issue, comme on l'entend très souvent dans les professionnels, en disant « j'ai une solution pour vous, nous allons l'appliquer », mais pour challenger différentes issues possibles. Après, tant mieux si la famille part avec son notaire, son avocat, arrive finalement à solutionner, à trouver une issue à son impasse, et tant mieux si l'Académie a permis justement de crever les abcès, comme on dit, et finalement de sortir de l'impasse en disant « attendez, il y a une voie à droite, il y a une voie à gauche, il y a une voie tout droit, et vous avez des superbes conseillers, et nous les challengeons sur ces différentes voies. » Donc oui, on est là pour finalement permettre de voir qu'il y a toujours une issue possible, puisque ne rien faire, par définition, c'est de rester dans l'impasse. Et rester dans l'impasse n'est pas une solution. Donc l'Académie, elle est ensemblière. Si on reprend une analogie, on pourrait prendre l'analogie du pilote et du copilote. Le pilote doit rester le détenteur du patrimoine, la famille. Bien sûr. Mais il a besoin d'un copilote capable d'anticiper le prochain virage, donc qui travaille sur l'étape suivante, alors que la famille ne peut être que dans le temps présent. La famille est de facto dans le temps présent parce qu'on est préoccupé par nos problèmes au quotidien. Et donc, on a beaucoup de mal. C'est comme on dit toujours, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est une réalité au jour d'aujourd'hui. Et donc, avoir un copilote qui dit « attention, votre prochain virage », on parle maintenant ici de rallye automobile, si je comprends bien ton copilotage, parce que c'est encore un peu différent dans les copilotes d'avion, encore que. Mais donc, effectivement, dire à 300 mètres, l'idéal serait d'aller à gauche. Oui, c'est une analogie qui se tient. On peut aussi parler club de foot pour les plus grands amateurs de sport collectif, parce qu'en fait, un patrimoine, c'est un sport collectif. On a des joueurs, on a un propriétaire de club. Finalement, le propriétaire de club, il veut des joueurs, il veut un capitaine, il veut un coach, et il veut quelque part que les matchs se passent de manière juste. Et donc, quelque part, aujourd'hui, l'Académie du patrimoine, c'est presque le stade dans lequel on peut
faire vivre le patrimoine et le faire vivre avec une vraie dynamique positive, avec parfois des déceptions, bien sûr. Bien sûr qu'il y aura des déceptions patrimoniales. Et parfois, au contraire, la joie de gagner un match. Et un match, ça se gagne à plusieurs. Le patrimoine, c'est un jeu d'équipe dans lequel il y a un propriétaire, dans lequel il y a un capitaine. Et je dirais qu'à la limite, on s'en fiche à un moment donné qui soulève la coupe, c'est le capitaine ou un joueur. La fête se fait en équipe lorsqu'on réalise un projet patrimonial. Et des pertes et des déceptions, il y en aura. Des gains et des moments de joie, il y en aura pour tout patrimoine, collectif, individuel, entrepreneurial. Comme le disait notre allié Rodolphe Alexis Vanim, architecte, créer un endroit où il fait bon vivre et où on retrouve cette possibilité du bien vivre, du bon vivre. Le bon et le bien vivre, le bon vivre, c'est-à-dire le confort, c'est la première chose qu'on recherche quand on est humain, c'est d'avoir un degré de confort émotionnel, matériel et qualitatif. Et à partir du moment où on est dans le confort, un animal qui est dans le confort va pouvoir bien vivre et va pouvoir vivre ensemble. Et c'est ça le patrimoine. C'est pas j'ai quelque chose à transmettre avec le moins de fiscalité possible et le plus de rendement possible à un instant T. On rate tout en prenant le patrimoine sous cet angle-là. Merci beaucoup, Caroline. Avec plaisir, et j'espère en tout cas que nous aurons beaucoup d'affiliés à notre Académie du patrimoine et surtout que les personnes nous découvriront à travers nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Hello, moi c'est Nina, fondatrice du podcast COPS Keep Our Planet Safe, et je travaille aussi chez Streambox dans l'audiovisuel. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accueillie dans notre propre studio chez Streambox, dans le podcast de GCEA, la GCEA Academy, les chroniques patrimoniales. Pascal Wens, bonjour. Je suis le fondateur des studios Streambox, qui ne sont pas seulement des studios où l'on raconte des récits, mais où les histoires prennent vie. Et aujourd'hui, c'est GCEA Academy qui prend vie chez nous, et nous sommes également très heureux de participer nous-mêmes à ce propre podcast. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes. Bonjour Pascal, bonjour Nina. Hello. Bonjour Caroline. 25 ans qu'on se connaît, 25 ans de projets communs, et aujourd'hui, nous voilà réunis dans une alliance autour de Streambox et autour de GCEA Academy. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui et ouvrons le dialogue autour de nos deux projets, quelque part patrimoniaux, ou plutôt de transmission de valeurs à travers nos outils. Bonne Nina, idée. Je crois que je t'ai connue, tu avais 6 ans, oui, sur un poney. Aujourd'hui, tu en as 24, non, 25 ans déjà, donc ça fait bien 21 ans. Et tu as fondé, dans un dialogue ouvert avec ton père, Streambox. Exactement. Pour faire quoi? Alors Streambox, il y a cette idée justement de patrimoine, cette idée patrimoniale justement. Streambox, en fait, ça a pour but de partager, de communiquer à travers des moyens technologiques actuels. Le digital, par exemple, le podcast, la vidéo, l'audiovisuel, etc. Et donc, c'est avec une grande chance qu'on travaille avec vous dans cette notion aussi de synergie patrimoniale. C'est-à-dire qu'on ne transmet pas que pour faire des vues, pour faire de l'audience, pour faire de l'argent, mais on transmet pour avoir un impact positif, et ça, c'est plutôt ma partie. Action à impact, quelque chose que Pascal aime bien, a connu et connaît encore dans son autre métier qui est l'entreprise générale de rénovation, en ce qui te concerne, et rénovation énergétique. Un toit, des murs, c'est un patrimoine qui coûte cher, c'est un patrimoine immobile, c'est un patrimoine qui a aussi souvent une énorme valeur sentimentale quand ce n'est pas simplement un bien d'investissement, mais même l'investissement a pour but d'alimenter d'autres valeurs. Comment est-ce que tu vis ton métier en même temps d'entrepreneur et en même temps de fondateur de Streambox avec ta fille, dont je suppose tu es très fier? Évidemment, mais tout d'abord, j'aimerais te remercier parce que c'est quand même la première fois qu'on est invité chez nous. Donc, merci de nous inviter chez toi et chez nous aussi. Donc, vraiment, c'est extraordinaire. Et pour répondre clairement à ta question, en fait, je pense que tout est immobilier, en réalité. La preuve, c'est que nous sommes dans un studio d'enregistrement qui est lui-même un patrimoine, mais c'est un immeuble, avec tout ce qu'il comporte d'isolation, de chauffage, d'éclairage, d'énergie, de technologie. Et donc, tout est immobilier, en ce qui me concerne. Ça, c'est ma première réponse. La deuxième réponse, c'est que la transmission patrimoniale, justement, chez nous, n'est pas qu'une affaire immobilière, et pas qu'une affaire de biens, mais une affaire d'idées, une affaire de famille, une affaire de transmission de mémoire, je dirais. Et le podcast nous est venu évidemment comme une évidence, puisque la transmission patrimoniale, c'est aussi une transmission de mémoire,
une transmission familiale, une transmission privée et publique. Privé, public, collectif, entrepreneurial, ce sont déjà 4 belles notions. Je crois que vous avez aussi développé un magnifique concept qui est le Memory Box. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. On parlait du podcast public il y a un instant, un podcast qui doit cibler et atteindre le plus grand nombre. Et une petite sœur est née après une idée, je dirais de nouveau, probablement grâce à toi, une idée patrimoniale, une transmission individuelle. On s'est dit que le podcast finalement, qui au départ doit toucher le plus grand nombre, pourrait aussi toucher le plus petit nombre, c'est-à-dire l'individualité d'une famille. Un podcast de mémoire, un podcast familial, un souvenir, une transmission d'idées, transmission de secrets de famille, pourquoi pas, un cadeau d'anniversaire, un cadeau de mariage, un cadeau testamentaire, mais pas qu'en argent, simplement la mémoire en héritage nous est venue à l'esprit et on a créé Memory Box. Memory Box, c'est un magnifique projet. Et on repart de l'individu, nous repartons de l'individu vers, je dirais, la collectivité. Et ça, je retombe évidemment sur Nina, dont l'ambition est beaucoup plus large, puisque tu es biologiste aujourd'hui, tu travailles dans la biodiversité. Dans cette biodiversité et dans ce besoin que nous avons tous de finalement, tu le disais Pascal tout à l'heure, conserver l'immeuble sur lequel nous vivons, la planète Terre. Tu as d'autres ambitions, d'autres envies de partage et tu as envie, non pas d'être activiste, mais actrice finalement et emporter avec toi l'influence de tes pairs pour préserver cette planète. Oui, complètement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets ? Oui, bien sûr, mais avec plaisir. Merci beaucoup de parler de ça parce que l'environnement, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc c'est vrai que pendant mes études, pendant mes longues années d'études, j'ai étudié donc l'environnement, la biologie, en partant de l'individu à l'environnement. Et j'ai eu envie, j'ai eu vraiment j'ai développé en fait cette passion pour la transmission pendant mes études scientifiques. Et donc aujourd'hui, j'ai mon propre podcast où je parle de ça. Je parle de ce lien à soi, aux autres, mais aussi aux vivants et surtout aux vivants finalement, qui s'appelle COPS, Keep Our Planet Safe, donc KOPS. Donc c'est ça aussi un petit peu mon implication dans Streambox, en plus de tout le reste, l'accompagnement qu'on fait sur d'autres projets aussi. C'est magnifique, Keep Our Planet Safe. Parce qu'il est évident que sans notre planète, nous n'avons pas de patrimoine et nous n'avons même pas de vivants. Donc c'est quelque chose qui mérite certainement d'être suivi. Et c'est d'autant plus agréable lorsqu'on voit que la jeune génération, beaucoup plus qu'on ne le croit, est véritablement active, patrimonialement parlant, collectivement parlant, sans pour autant être activiste et exigée. Pascal, tu as une deuxième fille qui est active dans ce qu'on appelle une des industries les plus polluante, on va dire ça comme ça, de la planète, qui est la mode. Nina, Pascal, comment est-ce que vous abordez ce projet environnemental ? L'entrepreneuriat, by the way, est également assez polluant de temps en temps. Comment est-ce que dans vos métiers respectifs, et on a entendu Nina, mais Lisa, ta seconde fille, et toi, vous envisagez finalement ce patrimoine de terre et cette conservation ? En effet, moi j'ai effectivement cette double casquette entre l'entreprise générale et les médias. Alors dans la casquette d'entrepreneur général, j'essaye évidemment d'éviter les matériaux polluants. On parle beaucoup d'isolation, on parle beaucoup de pire, de pur, de produits polyurés. J'essaye à tout prix de les éviter. Et avec nos architectes avec lesquels nous collaborons, notamment Alexis, notamment Céline, on essaye toujours d'éviter, en tout cas de conseiller à nos clients, d'utiliser des produits les plus naturels possibles, les plus préservants possibles pour la planète. Ça, c'est mon action en tant que papa, mon action en tant qu'entrepreneur et mon action en tant que conseiller, puisqu'on doit éviter, évidemment, de recycler. Je prends un exemple, on isole les façades pour améliorer les PEB. On isole avec quoi ? Des produits polyurés. Ces produits polyurés ne peuvent pas s'éteindre dans le temps, ne sont pas autodestructeurs. On les enfouit encore aujourd'hui, notamment en Allemagne, qui est un premier pays constructeur et fabricant de produits d'isolants, et on les enfouit simplement souterrains, pendant des milliers d'années peut-être. Évitons cela, donc trouvons des solutions un peu plus écologiques pour préserver notre environnement, préserver la génération de demain. Ça, c'est pour la casquette, évidemment, de l'immobilier. Et pour parler de Lisa, parler de ma fille, qui a aussi une double casquette. Elle adore la mode, elle étudie la mode, mais elle étudie aussi la communication. D'où Streambox, évidemment, puisque la transmission patrimoniale faisait partie de cette idée au départ. J'ai pensé qu'en créant ce studio, on allait pouvoir trouver une solution, une énergie, une synergie familiale, une synergie entre sœurs, une synergie avec la maman, qui est aussi évidemment une journaliste dans le domaine reconnue, dans le domaine des médias. J'ai pensé que, en cas de souci, la famille pouvait reprendre le flambeau du média. Et donc, mon implication dans Streambox, c'est simplement trouver une solution et un chemin pour plus tard.
Tout à fait. Mais je rebondis juste, mais ta question a beaucoup de sens parce que aujourd'hui, quand on est activiste, et j'ai été aussi un peu activiste, maintenant je milite un petit peu moins, je l'avoue, sur le terrain, quoique j'ai quand même mon podcast à travers lequel je milite, soit. Quand on est activiste, il y a parfois cette opposition entre devenir entrepreneur et l'écologie. Mais si on revient un peu aux 3 piliers principaux de la durabilité environnementale, il y a l'environnement, donc ce qui nous entoure, ce qui nous façonne, le social, la société, les relations, et l'économie. Donc si on arrive à trouver, par exemple ici chez Streambox, la jonction, le croisement, là où ça va vraiment être joint, là on peut trouver quelque chose semblable à de la durabilité, quelque chose qui est pérenne et qui a pour capacité de se maintenir et de persister dans le temps. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans notre Académie du patrimoine aussi. C'est cette règle de 3, c'est cette tridimensionnalité que l'on peut avoir autour du patrimoine, à savoir un enjeu de rendement et finalement de monnaie, un enjeu émotionnel qui est important dans les messages de transmission et de partage que l'on peut avoir, et notamment à travers des réseaux comme Streambox, et finalement la qualité de ce que l'on délivre, que ce soit en qualité de conseiller, que ce soit en qualité de constructeur, ou que ce soit même en qualité, je dirais, de toute profession que l'on fait. On veut une qualité, un rapport qualité-prix, et qui quelque part est acceptable dans la famille. Donc je pense que Streambox a un plus bel avenir que simplement un message familial ou un message individuel ou même un message collectif. C'est même presque symbolique de cette dimension d'affect. Et ce n'est pas un vecteur d'activisme, mais un appel à intervenir, à être acteur finalement de ce qu'est un patrimoine. Si je devais à l'un et puis à l'autre, peu importe qui commence, demander ce qu'est un patrimoine avec un grand P, ce que signifie la portée du mot patrimoine. Pascal, par exemple, tu répondrais quoi ? Et moi, je dirais que le patrimoine, il est bien au-delà du bien, du matériel, de l'argent, de l'immobilier. Il est génétique, il est l'éducation, il est la pensée, l'art, un secret de famille, c'est aussi une transmission patrimoniale. Et je trouve, moi, que le récit amène justement une capacité à enregistrer pour l'éternité un message qui peut être important, soit par réconfort, soit par nécessité, soit simplement pour une pensée positive. Depuis nos ancêtres, on a toujours eu peur de la mort. J'ai beaucoup pensé à ça quand on a créé le podcast et les récits, notamment la partie mémorielle. Mais depuis les hommes préhistoriques, qui voyaient leurs semblables décédés dans les grottes, ils dessinaient finalement un souvenir rupestre, simplement pour avoir un souvenir de quelqu'un de vivant. Et je pense qu'aujourd'hui, le podcast, c'est ça. Le podcast, c'est peut-être une façon d'éternaliser ou de rendre éternel un message parental, parole d'un père, d'une mère, l'image, une vidéo. Que reste-t-il de nos grands-parents ? Que reste-t-il de nos parents ? Peut-être une vieille VHS Super 8. Ça ne suffit plus aujourd'hui. La technologie d'aujourd'hui nous permet peut-être de toucher un sentiment d'éternité, et que quand nous serons partis, les enfants pourront peut-être écouter, voir, entendre des mots rassurants, des mots qui permettront peut-être de poursuivre le chemin sans nous. Je rebondis. Tu as parlé passé, donc le présent permet de laisser un souvenir passé. Eh bien Nina, je vais te challenger en disant, et la projection dans le futur alors ? Mais justement, tu parlais de cette notion de temporalité en parlant de patrimoine. C'est vrai, quand on parle de patrimoine, on a souvent tendance à se dire « Ok, je vais léguer quelque chose à destination du futur ». Mais il y a aussi une notion qu'il faut un petit peu... sur laquelle il faut avoir un peu plus de nuances, c'est que je pense un patrimoine, on le fait pour les générations suivantes, peut-être, mais on le fait aussi pour nous. Et là, on revient au fait de notre individualité et qu'est-ce qu'on va faire pour que le monde aille mieux ? Qu'est-ce que je vais faire pour moi être mieux dans le monde ? Et cette notion de patrimoine, elle a plein de tournures différentes. Le patrimoine génétique, le patrimoine culturel, émotionnel, le patrimoine immobilier, etc. Donc oui, cette notion de patrimoine au niveau intergénérationnel, elle a beaucoup de sens pour moi d'un point de vue environnemental, par exemple. Mais j'ai le droit aussi d'exister en tant qu'individu et de construire mon propre patrimoine pour moi. Tout à fait. Entre l'individualité et l'acceptation sociale, il y a un écosystème, et je crois qu'il ne faut pas confondre, et on va s'arrêter là-dessus, la notion de patrimoine et de l'écosystème dans lequel il s'inscrit. Il faut un équilibre de l'écosystème pour permettre justement à
un patrimoine individuel ou collectif d'éclore. Merci beaucoup à vous deux et au plaisir de recollaborer pour 20 ans ensemble sur ce magnifique projet. Un grand merci. Merci. À très bientôt.